Et une page d'histoire à présent, notre rendez-vous quotidien, l'histoire des Juifs de France. Tous les matins avec Christophe Dard, nous vous racontons les grandes dates, références et les événements marquants de la communauté juive dans notre pays. Sans oublier bien sûr les grands portraits de Juifs célèbres ou méconnus qui ont joué un rôle important. Nous sommes ce matin dans les dernières années de la Révolution française et nous allons voir que l'émancipation enfin acquise en 1791 en France va permettre l'émancipation des Juifs en Europe, plus globalement, plus précisément là où les armées révolutionnaires s'installent et mettent en place les lois françaises. Ce sera aussi le cas un peu plus tard des armées napoléoniennes. Christophe, on va donc commencer par l'émancipation des Juifs des Pays-Bas en 1796, que l'on appelle alors la République batave. En 1793, la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux Provinces-Unies. Et donc moins de 2 ans plus tard, fin 1794, début 1795, les troupes françaises approchent donc de ces Provinces-Unies et le prince Guillaume V d'Orange fuit avec sa famille en Angleterre. La République batave est donc proclamée, un traité de paix est signé avec la France. La population juive est alors d'environ 150 000 personnes réparties entre juifs portugais et juifs allemands, dits juifs ashkénazes. S'ils bénéficient d'une large tolérance, ils bénéficient d'écoles et de tribunaux. Les fonctions publiques leur sont interdites et ils sont exclus de certaines corporations. Dès la proclamation de la République batave, donc de nombreuses restrictions disparaissent et les Juifs sont invités à participer à l'élection de la première Assemblée nationale batave en février 1796, sans grand succès puisqu'aucun d'eux n'est élu député, même à Amsterdam qui compte quand même à l'époque environ 20 000 Juifs. Et c'est quelques mois plus tard, en août 1796, que la question de l'émancipation juive est enfin posée. Bien qu'elle divise, comme en France. Quelques années plus tôt, les députés conservateurs accusent alors les Juifs d'avoir tué Jésus. Des rabbins et des dirigeants des communautés plus surprenants, d'ailleurs, ils sont opposés, car ils craignent en fait de perdre leurs avantages. Mais là encore, il faut une intervention française, celle du ministre, d'ailleurs un ministre de la France, c'est comme ça qu'on l'appelle, François Noël, pour que les choses avancent. Et donc, le 2 septembre 1796, les Juifs bataves bénéficient des mêmes droits que les autres citoyens. Et donc, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Christophe, est-ce que cela a entraîné un véritable tournant comme en France en 1791 ? Eh ben non, parce qu'en grande partie, contrairement à la France, les Juifs de la jeune République batave bénéficient d'une tolérance plus importante qu'en France et du coup, certains voient cette émancipation comme un frein. Et il y a même des scissions au sein des communautés entre ceux qui, dans la foulée de cette émancipation, souhaitent réformer le judaïsme et puis les tenants de la tradition pure qui se méfient quelque part de cette intrusion française dans leurs affaires. Néanmoins, en 1797, il faut le dire, deux Juifs d'Amsterdam au nom de Bromé et Lémon deviennent députés dans la seconde Assemblée nationale élue. Et oui, les choses avancent. Et l'année suivante, un certain Itzhak d'Acosta Attias, marchand de profession, est nommé membre du conseil de la ville d'Amsterdam, puis député, président de l'Assemblée aussi quelques années plus tard. Et puis la République batave, c'est aussi le premier pays d'Europe à nommer des fonctionnaires juifs. Du coup, les Juifs hollandais proposent à la République sœur, la France en l'occurrence, de tout faire pour que les Juifs hollandais puissent entrer en Allemagne sans avoir passé le fameux péage corporel qu'il y est alors toujours en vigueur. Alors, outre la République batave, c'est en Italie que la question de l'émancipation va devenir également centrale pour les Juifs du pays, toujours grâce à la France. En 1781, l'édit de tolérance de Joseph II d'Autriche avait partiellement émancipé les Juifs des possessions impériales, mais ce sont les troupes françaises parties combattre l'Autriche en 1796 et qui occupent alors le nord de l'Italie qui apportent un espoir de liberté pour les Juifs italiens. Et ces troupes françaises sont commandées par un jeune homme de 27 ans, le général Napoléon Bonaparte, qui mène là sa première grande campagne. Alors au départ, il devait commander une campagne de diversion avec une petite armée en attendant 2 plus puissantes armées qui interviendraient. Mais finalement, les succès contre les armées autrichiennes, un succès inattendu, s'enchaînent, comme notamment lors de la fameuse bataille du pont d'Arcole. Et du coup, Napoléon devient le héros de cette campagne d'Italie qui lui permet donc d'occuper le devant de la scène. Et les Français présents dans le nord de l'Italie, qui devient la République cisalpine en 1797, vont alors découvrir l'existence de nombreux ghettos juifs. Et oui, dont certains existent depuis le XVIe siècle. Eh oui, le premier ghetto connu en Italie, mais aussi dans le monde, est celui de Venise, fondé en 1516 et qui avait été créé pour, selon le Sénat de la République de Venise à l'époque, pour faire face à de grands désordres et à de grandes difficultés. C'est d'ailleurs de là que vient le terme de ghetto, puisque le lieu alors assigné à la communauté juive, donc à Venise, est situé dans un quartier où se trouvait auparavant le ghetto, G-E-T-O, c'est-à-dire l'espace où l'on jetait, jeter qui se dit ghettare en italien, et
eh bien, où l'on jetait les restes de la fonderie de cuivre voisine. C'est donc de là que vient le terme de ghetto, donc terme italien. Et en 1555, eh bien, quelques années plus tard donc, le pape Paul IV publie une bulle par laquelle il est stipulé que les Juifs de Rome doivent habiter dans un espace fermé, séparé des chrétiens, vendre leurs propriétés immobilières et porter un signe distinctif. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui à Venise, il y a toujours de la vie dans le ghetto juif de Venise. Alors Napoléon Bonaparte, le premier, est choqué lorsqu'il rencontre pour la première fois une communauté juive en Italie. Nous sommes le 9 février 1797, dans la ville d'Ancône, où les Juifs vivent dans un ghetto. Et ils portent des bonnets jaunes, des brassards avec l'étoile de David qui permettent donc de les identifier. Ils n'ont pas le droit de sortir la nuit. Bonaparte ordonne alors de leur enlever le bonnet jaune et le brassard et d'y substituer à la place la fameuse cocarde tricolore. Bonaparte abolit les lois de l'Inquisition. Les Juifs sont donc considérés comme des hommes libres qui jouissent de leurs droits en Italie. Signe de cette politique inédite et révolutionnaire, les Français détruisent les portes des ghettos ou les brûlent en place publique. C'est le cas à Venise, mais aussi à Mantoue, Vérone, Padoue, Sienne, Rome. Mais certains de ces ghettos seront rétablis plus tard, notamment celui de Rome, puis bien sûr dans le reste de l'Italie. Ça va sans dire, puisque ces ghettos existent toujours faute de présence française. La plupart seront finalement détruits qu'en 1848, au moment de la proclamation de l'émancipation des Juifs dans toute l'Italie. Et en attendant, comme aux Pays-Bas, des Juifs d'Italie vont occuper grâce aux Français des fonctions importantes. Un rabbin du nom de Jérochoua adhère à la République cisalpine. Il est nommé conseiller municipal d'une ville du Piémont. Beaucoup de négociants qui ont aidé les Français sont également récompensés. Et d'ailleurs, en Toscane, à Livourne, qui abrite une très importante communauté juive favorable dans l'ensemble à la présence française et qui aide d'ailleurs les armées en donnant de quoi vivre, bien un juif d'origine algéroise, Salomon Cohen Bakri, est nommé par les Français receveur du produit de la vente des marchandises anglaises saisies. D'ailleurs, pour l'anecdote, un officier de l'armée française est bien connu à Livourne à cette époque-là, puisqu'il s'agit d'un habitant de la ville qui, comme d'autres, s'est rendu en France en 1791 lorsqu'il a appris que les Juifs étaient devenus des citoyens comme les autres. Eh oui, converti aux idées révolutionnaires, Judas Léon revient à Livourne en uniforme de la garde nationale de Bordeaux et arbore la cocarde tricolore. Alors, il n'est évidemment pas accepté dans sa vie natale à ce moment-là, mais lorsqu'il revient en 1796, cette fois en tant que soldat, avec du coup toute l'armée française, là évidemment il en est autre, il est évidemment accepté puisque la ville est occupée par les Français. Sacrée revanche donc, et c'est d'ailleurs sans doute grâce à des gens comme lui que la présence française a été plutôt bien acceptée à Livourne. Et puis enfin, autre exemple, Christophe, d'une émancipation des Juifs obtenue grâce à l'intervention française, c'est en Allemagne. En 1798, le Directoire accorde aux Juifs de la rive gauche du Rhin l'émancipation complète quand même. Et oui, à Cologne, où l'histoire de la communauté juive est documentée depuis l'an 321, ce qui en fait du coup une communauté aussi ancienne que l'histoire de la ville elle-même. Les Juifs sont effectivement autorisés à s'y installer à nouveau, lever aussi des restrictions à Francfort ou encore dans la ville de Cassel. Les ghettos existants sont également abolis. Et puis vous savez, les sans-culottes avaient pris pour habitude dans certains pays, dans certaines contrées, de planter des arbres de la liberté. Merci Christophe Dard pour ce dossier sur l'émancipation enfin des Juifs à l'échelle européenne, mais comme pour les ghettos, il ne faut pas penser que la présence française met toutefois fin à toutes les discriminations envers les Juifs. Par exemple, en Italie, en 1799, quelques semaines seulement après la destruction du ghetto de la ville, 19 Juifs seront massacrés, dont 13 brûlés vifs sur la Piazza del Campo, la même où les portes du ghetto avaient été brûlées. À partir de demain, nous parlerons des relations particulières, cette fois entre celui que vous avez cité aujourd'hui, Napoléon Bonaparte, et les Juifs, des liens pour le moins complexes. Exactement. Merci beaucoup Christophe Dard.